La voix tremblante du soldat résonnait dans la tente. Les infirmiers et militaires voulaient les soigner. Mais il n'y avait presque plus de sang, rendant les soins impossibles. Faute d'analgésiques et de poches de sang, les blessés continuaient d'affluer. Le manque d'équipement, de médicaments et de personnel limitait leurs efforts. Les soldats se soutenaient pour survivre et affronter le prochain combat, tandis que la compagnie médicale, impuissante à sauver tous, était accablée par la réalité. Les infirmiers ressentaient une grande colère de ne pas pouvoir sauver des vies, mais ils ne pouvaient rien y faire. Pourtant, ils devaient continuer malgré tout. Les infirmiers savaient mieux que quiconque que s'ils s'arrêtaient ici, il serait vraiment impossible de sauver qui que ce soit. À l'extérieur, le bruit des canons résonnait toujours. Ce vacarme, accompagné de l'avancée incessante, rendait la réalité sombre de cet endroit encore plus dramatique. Le 27 août 2025, la péninsule coréenne, en République de Corée, était dans une situation plus tendue que jamais. L'armée sud-coréenne a commencé à avancer sérieusement vers le nord lors de l'opération Fin de la Division. Voici en quoi consistait l'opération Fin de la Division. L'objectif était d'assurer rapidement la paix et de contrôler la péninsule coréenne. Si une force venait à entraver cela, l'opération prévoyait également de les éliminer toutes. Ils étaient même prêts à aller jusqu'à la guerre contre la Chine. Certes, les pertes potentielles n'étaient pas négligeables. En cas de guerre prolongée, la Corée risquait de perdre jusqu'à 40% de son produit intérieur brut. Déjà, la Corée du Nord avait attaqué uniquement les zones à forte concentration industrielle et de population, ce qui avait entraîné de graves pertes humaines et économiques. Comme tous les pays d'Asie du Nord-Est étaient impliqués, la baisse du produit intérieur brut mondial a dépassé 10%. La Corée est un pays qui vit des exportations. Le commerce et la finance étant durement touchés, et l'approvisionnement en semi-conducteurs perturbé, les dégâts économiques pour la Corée étaient immenses. Ainsi, la République de Corée devait mettre fin à cette guerre au plus vite, car il était évident que plus le temps passait, plus les dégâts s'aggraveraient. L'armée sud-coréenne a lancé une véritable opération de progression vers le nord, entamant ainsi l'opération visant à mettre fin à la division du pays. L'objectif était de prendre Pyongyang rapidement, neutraliser le régime nord-coréen et, si possible, expulser les troupes chinoises du nord de la péninsule. Le succès reposait sur la prise rapide des positions clés après la percée de la zone démilitarisée, d'où la concentration de toute la puissance de feu. Même si l'armée de terre était au centre de l'opération, la marine, l'armée de l'air et les marines ont également apporté leur soutien à l'avancée de l'armée de terre. Opération conjointe majeure, impliquant les 1er, 2e, 3e, 5e, 7e corps d'armée, le corps de la capitale et le 2e commandement opérationnel de l'armée de terre sud-coréenne. Le corps des marines devait mener des débarquements sur des points stratégiques et coopérer avec l'armée de terre. L'armée de l'air et la marine ont également mené des frappes à longue portée et des opérations de soutien, perçant les principales lignes de défense de l'armée nord-coréenne et jouant un rôle tactique de soutien aux forces sud-coréennes. Le premier corps principal sur le front ouest devait avancer vers Kaesong et Haeju. Kaesong et Haeju se trouvent sur la route principale menant à Pyongyang et surtout, Kaesong et Haeju sont également des points stratégiques clés. S'assurer le contrôle de ces lieux devient un facteur décisif pour exercer une pression directe sur la capitale nord-coréenne, Pyongyang. Le premier corps avait pour objectif principal de percer la zone démilitarisée, puis de s'emparer rapidement de Kaesong et Haeju. Ensuite, il s'agissait de sécuriser la route d'avancée vers Pyongyang. L'objectif était de neutraliser la défense nord-coréenne et sécuriser l'autoroute Kaesong-Pyongyang pour permettre au 7e corps sud-coréen d'avancer vers Pyongyang. Il était également important de couper la chaîne d'approvisionnement arrière de l'armée nord-coréenne et de prendre le contrôle de la région de Hwanghae-do, dans l'ouest de la Corée du Nord, afin d'assurer un avantage stratégique à l'armée sud-coréenne. Kaesong et Haeju, points stratégiques clés surveillés par l'armée nord-coréenne, devaient être occupés rapidement après le franchissement de la zone démilitarisée. Si Kaesong tombait, il n'y aurait pratiquement plus de villes pour aider à la défense de Pyongyang. Il était donc essentiel de prendre le contrôle de Kaesong à tout prix. Sur le front central, les rôles clés étaient assurés par le 2e et le 5e corps d'armée. Leur objectif principal était de sécuriser la route nationale numéro 5 de la Corée du Nord. Le 2e corps d'armée avait pour mission de défendre contre la contre-attaque nord-coréenne et de soutenir efficacement l'avancée de l'armée sud-coréenne. Il était particulièrement important de prendre le contrôle de la route nationale numéro 5 de la Corée du Nord. La route nationale 5 en Corée du Nord était le moyen le plus rapide d'atteindre Wonsan depuis le front central. Ainsi, celui qui prendrait le contrôle de cette route pourrait changer le cours de la guerre à l'avenir. Le 2e corps ayant pris la route numéro 5 a servi de réserve au 5e corps. Le 5e corps s'attaquait Wonsan tout en protégeant la ligne de ravitaillement sur la route 5 et en sécurisant l'arrière. Le 2e corps avait pour mission de s'emparer de la route numéro 5 en Corée du Nord afin de couper les lignes de ravitaillement de l'armée nord-coréenne. En même temps, il devait éliminer les installations défensives nord-coréennes dans la zone démilitarisée du front central et empêcher toute contre-attaque éventuelle de l'ennemi. Le 5e corps devait vite prendre Wonsan via la route 5 sécurisée par le 2e corps. En brisant la défense orientale nord-coréenne, il fallait ouvrir la route vers Wonsan et Hamhung. Puis, avec l'appui du corps supérieur sur la côte est, faire tomber tout le front oriental nord-coréen.
le corps supérieur du front, et devait avancer vers Wonsan et Hamhung par la route 7 longeant la côte est. Wonsan et Hamhung, zones industrielles en Corée du Nord, possèdent des bases navales et aériennes. Plus au nord se situe le plateau de Kaema. Avant tout, la Chine souhaite actuellement accéder à la mer de l'Est. Le corps supérieur peut contrôler la côte est et bloquer totalement l'accès de la Chine à la mer de l'Est, contrariant sa stratégie. Si nous prenons cet endroit, la guerre tournera en notre faveur. Le corps supérieur devait suivre la route nationale 7 et occuper Wonsan et Hamhung pour neutraliser l'armée nord-coréenne à l'est. Avec l'appui de la marine et de l'armée de l'air, il devait dévaster les bases navales et aériennes nord-coréennes. Il devait aussi coopérer avec les Marines pour occuper Wonsan et contrer l'objectif chinois d'accéder à la mer de l'Est. Le 7e corps jouait le rôle principal. Après la sécurisation de Gaezong par le 1er corps, il devait avancer vers Pyongyang. Pyongyang, centre politique et militaire de la Corée du Nord, serait sans doute le dernier bastion de l'armée nord-coréenne. Il était important d'avancer rapidement le long de l'autoroute menant à Pyongyang, de briser la ligne de défense de la capitale nord-coréenne, et de prendre Pyongyang le plus tôt possible afin de renverser le régime nord-coréen. Le 7e corps d'armée équipé de technologies avancées a été créé pour l'offensive. Corps composé d'unités blindées, mécanisées, d'infanterie et d'artillerie automotrice, axé sur puissance et mobilité. C'est sans conteste le corps d'armée le plus puissant de Corée du Sud, et il possède une puissance de feu de classe mondiale, reconnue à l'échelle internationale comme une unité de manœuvre d'élite. Ce corps d'armée détient la plus grande puissance de feu d'Eurasie, apte à toutes les opérations terrestres et tactiques modernes. Le 7e corps devait rapidement prendre Pyongyang. Si le 7e corps prend Pyongyang, l'armée nord-coréenne perdra presque tous ses points stratégiques, et la guerre sera fixée. Selon ses actions, le 7e corps peut accélérer ou prolonger le conflit. Le corps de la capitale et le 2e commandement opérationnel assuraient la défense arrière et servirent de réserve. Le corps de la capitale servait de réserve pour le 1er et le 7e corps, et préparait l'engagement de renforts. Pour le 2e commandement opérationnel, il assurait la défense arrière et le soutien logistique. Le corps de la capitale devait fournir rapidement un soutien supplémentaire au 1er et au 7e corps en cas de demande. L'armée nationale visait à faire tomber le régime nord-coréen par une avancée rapide et décisive. Cependant, l'armée nationale n'a pas pu avancer aussi rapidement qu'elle l'avait prévu. Depuis 2024, la Corée du Nord a construit tant de défenses près de la ligne de cessez-le-feu que préparer une tête de pont dans la zone démilitarisée entraînait déjà de lourdes pertes, bien supérieures aux prévisions pour l'armée nationale. En conséquence, il y a eu des pertes humaines et une baisse du moral. Il est peut-être naturel que l'armée nationale mène un combat aussi difficile. Le nombre de sous-officiers et d'officiers a beaucoup diminué, et le nombre de soldats est également bien inférieur à ce qu'il était auparavant. Cependant, comme il n'est pas possible de réduire les effectifs, ils enrôlent même des personnes qui ne devraient pas venir à l'armée. Naturellement, cela entraîne une baisse de la capacité de combat. En plus de cela, l'armée sud-coréenne est une unité qui manque beaucoup d'expérience de combat réel. La dernière opération de combat à grande échelle remonte à la guerre du Vietnam, bien que des déploiements à l'étranger aient suivi les États-Unis. Par conséquent, il y a beaucoup d'erreurs et d'essais lorsqu'il s'agit de mener une guerre totale à grande échelle comme celle-ci. Parfois, des personnes ne savaient pas utiliser les radios, ce qui gênait la communication. Un certain commandant de compagnie, qui accordait trop d'importance aux principes, a fini par causer plus de pertes à nos propres troupes en s'en tenant uniquement aux principes. Des événements absurdes se poursuivirent alors, et l'armée nord-coréenne subissait aussi des pertes. Malgré de lourdes pertes rendant la poursuite du combat presque impossible, ils résistèrent plus longtemps que prévu sur la ligne de défense. Le soutien des sociétés militaires privées chinois et les installations défensives existantes jouaient pleinement leur rôle. Plus le combat s'éternise, plus cela joue en défaveur de l'armée nationale. L'armée sud-coréenne pourrait peiner à assurer ravitaillement et renfort, tandis qu'un gain de temps pour la Corée du Nord accroît la probabilité d'une surveillance accrue par l'armée chinoise. De plus, rien ne garantit que la Russie restera spectatrice sans intervenir. L'armée sud-coréenne devait percer rapidement les défenses nord-coréennes et avancer parallèlement, mais elle n'y arrivait pas. La 3e division de l'armée sud-coréenne, ou division Baegol, menait aussi des opérations pour sécuriser des points clés dans la zone démilitarisée. Ils avaient été menés plusieurs combats sans éviter les pertes. L'armée nord-coréenne avait construit de nombreux bunkers en béton et des barbelés dans la zone démilitarisée installés des mines antipersonnelles, des mines anti-chars et même des engins explosifs improvisés. De plus, ils avaient érigé des barrières anti-chars pour stopper l'avancée de la 3e division. Les Nord-Coréens, conscients de la réputation de la division Baegol, avaient installé des défenses de façon presque paranoïaque. S'ils ne parvenaient pas à percer la zone démilitarisée, il serait impossible d'avancer vers le nord. L'état-major de la 3e division était vraiment impressionné. Nous avons bombardé plusieurs jours car les soldats nord-coréens ou les mercenaires chinois sortaient peu à peu, comme des cafards. Le commandant de la 3e division a ordonné de rayer complètement l'endroit de la carte avec les canons automoteurs K9. Il y a eu des disputes pendant ce processus, mais le commandant de la 3e division a réussi à prendre le contrôle. La décision a été de tout détruire par une puissance de feu écrasante.
Actuellement, l'armée nord-coréenne ne dispose pas seulement d'une simple ligne de défense à l'avant, mais elle a mis en place un système de défense à plusieurs couches. La première ligne comprend tranchées et bunkers à l'avant de la zone démilitarisée. La deuxième des bunkers en béton et abris à l'arrière. La troisième des positions défensives et bunkers en montagne. Autrement dit, même si l'armée sud-coréenne détruit complètement la ligne de front, l'armée nord-coréenne peut continuer à se replier vers les lignes de défense arrière et poursuivre sa résistance. Même si l'armée sud-coréenne capture l'avant de la zone démilitarisée, les nord-coréens résistent depuis l'arrière, utilisant grottes et tunnels, empêchant toute percée rapide. L'armée nord-coréenne a construit des tunnels et des positions dans des grottes près de la zone démilitarisée pendant des dizaines d'années. Ces tunnels abritent des positions d'artillerie, de mortiers et de mitrailleuses, capables de retenir l'armée sud-coréenne plusieurs semaines. En plus, lorsque des bombardements commençaient, ils se cachaient sous terre, puis une fois les bombardements terminés, ils réapparaissaient pour contre-attaquer. Pendant la journée, ils se cachaient et la nuit, ils lançaient des attaques en embuscade, harcelant ainsi l'armée sud-coréenne. Grâce à ces positions souterraines, malgré les bombardements de l'armée sud-coréenne, les troupes nord-coréennes n'ont pas été complètement anéanties à cet endroit. L'armée sud-coréenne ne pouvait pas tout régler par des bombardements. Il fallait aussi une stratégie, en plus de la puissance de feu. Le commandement de la 3e division a ordonné la destruction par le feu de tous les bunkers, mitrailleuses en hauteur et postes d'observation nord-coréens, dans la zone démilitarisée. Divers armées de l'air, 50 et bombardements se poursuivaient sans relâche. La 3e division, avec l'aide de l'armée de l'air, a tiré plus de 500 obus et missiles. Ils ont utilisé des bunker busters et aussi des missiles. Ils ont utilisé des véhicules aériens sans pilote et des satellites de reconnaissance pour localiser à nouveau les tunnels et les positions souterraines de l'armée nord-coréenne. Puis, après avoir identifié leur emplacement, ils ont utilisé des missiles Yunmu capables d'atteindre les tunnels profondément enfouis pour les détruire. La résistance de l'armée nord-coréenne s'est calmée, un succès. L'armée nord-coréenne ressemble plus à une organisation destinée à empêcher un coup d'État qu'à une organisation faite pour mener une guerre. Dans l'armée nord-coréenne, il existe des commissaires politiques et des membres du Boibu. Le commandant, le commissaire politique et le membre du Boibu s'observent mutuellement. Ainsi, ils se surveillent mutuellement dans l'exercice du commandement, ce qui a finalement provoqué l'effondrement de la chaîne de commandement de l'armée nord-coréenne. Tenir aussi longtemps était déjà un exploit. Les soldats nord-coréens résistants ont été tués par les bombardements. Cependant, des poches de résistance subsistaient où survivants nord-coréens et sociétés militaires privées chinois combattèrent encore. L'élimination de ces derniers était nécessaire pour sécuriser la zone, d'où l'envoi de l'infanterie. La 18e brigade d'infanterie de la 3e division sera déployée pour cette mission dangereuse. La Chine a envoyé des milliers de volontaires en Corée du Nord. Bien qu'aucun combat n'ait encore eu lieu entre l'armée chinoise et l'armée sud-coréenne, les volontaires chinois continuaient d'entrer en Corée du Sud. En réalité, ces volontaires chinois étaient en fait des soldats réguliers de l'armée chinoise. Ils se dirigeaient directement vers Kaesong. La situation était sur le point de devenir explosive. Les effectifs des sociétés militaires privées chinois augmentaient. Les premières unités envoyées par la Chine étaient de petits bataillons chargés seulement de gêner l'armée sud-coréenne. Cependant, la plupart d'entre eux étaient en train d'être anéantis par la puissance de feu écrasante de l'armée sud-coréenne. Lorsque l'armée sud-coréenne a commencé sa progression vers le nord de manière plus active, les pertes sont devenues de si importantes que la Chine a commencé à renforcer ses effectifs de sociétés militaires privées. Les sociétés militaires privées chinois emploient des équipements avancés et des drones militaires pour défendre Kaesong et Pyongyang. Ils ont employé des tactiques pour entraver l'avancée des unités mécanisées et des chars sud-coréens. L'état-major chinois avait également beaucoup de difficultés à gérer la situation. Du point de vue de l'armée chinoise, ils étaient reconnaissants que l'armée nord-coréenne et les sociétés militaires privées chinois aient tenu environ une semaine. Ils ont alors discuté de la nécessité de se préparer à la bataille de Kaesong, qui allait bientôt avoir lieu. Ils ont aussi rabaissé la Corée du Sud, affirmant que son armée était impuissante sans l'aide des États-Unis. Ils se dirigeaient rapidement vers Kaesong. La Russie a officiellement annoncé qu'elle ne s'impliquerait pas dans la guerre de la péninsule coréenne et qu'elle maintiendrait une position de neutralité. Les pertes de la guerre en Ukraine étaient trop lourdes et il fallait d'abord régler les problèmes politiques en Biélorussie. En interne, elle soutenait secrètement la Corée du Nord et la Chine, plaçant la Russie dans une situation délicate. Si la Corée du Nord gagne, les groupes pro-russes disparaîtront et les pro-chinois prendront le pouvoir, devenant un obstacle pour eux. Cependant, si la Corée du Sud venait à gagner, les troupes américaines et sud-coréennes se retrouveraient juste devant la porte de Vladivostok en Extrême-Orient, ce qui n'était pas non plus dans l'intérêt national de la Russie, quel que soit le choix. Entre les deux, il faudrait choisir la Chine. La Russie a un objectif simple. Il s'agissait d'empêcher l'effondrement total de la Chine et de la Corée du Nord, tout en évitant une confrontation directe avec les États-Unis. Dans le même temps, elle ne faisait que retarder de façon limitée afin de montrer qu'elle cherchait progressivement à affaiblir la Chine. Par exemple, d'anciens membres des forces spéciales russes, travaillant pour des sociétés militaires privées, ont été secrètement envoyés à Sinwiju et dans les régions avoisinantes pour entraîner les soldats restants et les nouvelles recrues nord-coréennes. Ils dispensent une formation à la guérilla, au combat urbain, au tir de précision et à la guerre électronique, compétences acquises en Ukraine.
Ils ont formé l'armée nord-coréenne pour qu'elle puisse s'éloigner des méthodes de guerre conventionnelles et adopter des tactiques de guérilla et l'utilisation de drones au combat. La Russie a nié officiellement aider militairement la Corée du Nord, mais fournissait officieusement armes et munitions d'occasion. Des équipements de vision nocturne, des brouilleurs de drones, des armes anti-chars et d'autres armes étaient envoyées en Corée du Nord. Lorsque la guerre a commencé à montrer des signes de prolongation, la communauté internationale a commencé à utiliser tous les moyens possibles pour empêcher une guerre sur la péninsule coréenne. En particulier, certains pays dont l'économie était fragile ont été directement touchés par les répercussions de la guerre sur la péninsule coréenne, et il y en a qui ont appelé à des négociations d'armistice. Des pays comme la Pologne et les Balkans pensaient que la Corée devait continuer la guerre pour freiner la Chine et la Russie, soutenant ainsi la Corée. Aux Nations Unies, on redoutait l'extension de la guerre en Asie du Nord-Est, d'où une résolution pour des négociations d'armistice immédiates. Les États-Unis et la Chine ont simultanément utilisé leur veto. Ils ont également déclaré que tant que la Corée du Sud ne cesserait pas son invasion contre la Corée du Nord, les négociations de paix n'auraient aucun sens. La communauté internationale considérait ce conflit comme un affrontement pouvant devenir mondial, et non plus seulement une guerre entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. L'armée nord-coréenne résistait jusqu'au bout, c'était presque effrayant. En Corée du Sud, on croyait que l'armée nord-coréenne se rendrait si on lui offrait du riz blanc et une soupe de viande, utilisant la guerre psychologique. Mais sur le champ de bataille, les soldats nord-coréens ne montraient absolument pas ce genre de comportement. Plutôt que d'être capturés, certains soldats nord-coréens se faisaient exploser en tenant une grenade contre eux, et d'autres mouraient en continuant à appuyer sur la détente jusqu'à leur dernier souffle. Certains ont même crié « Vive le général !» avant de se faire exploser sur un soldat sud-coréen, parfois tragiquement. C'était vraiment une succession de moments cruels et horribles. Ceux qui ont assisté à ces scènes en ont été profondément choqués, au point d'en perdre la raison. Cette situation montrait la peur que pouvait inspirer l'endoctrinement nord-coréen. Dans certains cas, ils faisaient semblant d'être morts. Puis, lorsque les soldats sud-coréens s'approchaient, ils se faisaient exploser soudainement, causant des pertes parmi les troupes sud-coréennes. Les soldats japonais utilisaient la même tactique pendant la guerre du Pacifique. Après le déminage du dernier champ par le K-600, les soldats nord-coréens ont résisté avec leurs derniers hommes. Ils utilisaient des tireurs d'élite et des mitrailleuses pour attaquer habilement les soldats sud-coréens. Les sociétés militaires privées chinois ont été capturées par l'armée sud-coréenne pour avoir utilisé des drones lors d'attaques explosives. J'ai envisagé une nouvelle retraite. Face à une attaque surprise de drones, l'armée sud-coréenne a réagi avec coordination. Et ils ont demandé un soutien par des frappes aériennes et des bombardements. En quelques minutes à peine, le bombardement a commencé. La forte résistance des sociétés militaires privées chinois a empêché un soutien efficace. Chaque fois qu'ils avançaient, ils étaient bloqués, et cela se répétait. Pendant ce temps, la deuxième compagnie de l'unité Jinbaegol, qui était engagée dans le combat, concentrait le tir du canon automatique de 40 mm du véhicule de combat Bokyang sur les positions nord-coréennes. Les soldats se mettaient à couvert derrière le véhicule blindé et effectuaient des tirs de suppression avec leurs fusils K2C1 et leurs mitrailleuses K12. Ils étaient en train d'affronter les sociétés militaires privées chinois. Des chasseurs F-15K sont alors venus les soutenir. Le problème était que la zone de bombardement des F-15K était trop près de la deuxième compagnie. Le commandant de cette compagnie a alors ordonné précipitamment à ses soldats de battre en retraite. Les soldats se sont rapidement cachés derrière le terrain. Les combats persistaient dans les positions nord-coréennes, mais la puissance de feu de la deuxième compagnie baissait, tandis que les attaques nord-coréennes s'intensifiaient. À ce moment-là, un chasseur F-15K a lancé une frappe aérienne précise contre les troupes nord-coréennes. La bombe est tombée rapidement depuis les airs et a atteint sa cible avec précision. La 3e division a aussi utilisé des canons automoteurs K9, infligeant une punition totale avec une puissance de feu impressionnante, presque effrayante. La terre a violemment tremblé. L'attaque a permis aux forces nord-coréennes d'éliminer les dernières résistances, y compris les soldats sociétés militaires privées chinois. Au sol, l'odeur de la poudre et des flammes emplissait l'air, et une légère odeur de sang flottait. Les soldats de la 2e compagnie ont commencé à avancer prudemment vers la position nord-coréenne. Il n'y avait aucune résistance. La position nord-coréenne restait silencieuse, permettant à la 2e compagnie d'occuper la position et d'évacuer les blessés. L'armée sud-coréenne a utilisé toutes ses armes dans la zone démilitarisée pour éliminer soldats nord-coréens et sociétés militaires privées chinois. Un peu plus d'une semaine après le début de la guerre, ils ont réussi à éliminer toutes ces nombreuses installations défensives. La zone démilitarisée est désormais sous le contrôle de l'armée sud-coréenne. Mais il y a eu d'énormes pertes en contrepartie. La 3e et la 4e division ont tué 600 soldats nord-coréens et capturé 150 personnes dont des membres d'une société militaire privée chinoise, mais ont perdu plus de 250 hommes. La compagnie I a mené le combat au centre, mais les autres compagnies des 3e et 4e divisions ont également soutenu la compagnie I dans la bataille, et au total, il y a eu plus de 250 victimes. Si l'on additionne les combats dans d'autres régions, il y avait des milliers de victimes. La bataille lors de la zone démilitarisée s'est finalement terminée lorsque l'armée sud-coréenne a accepté de lourdes pertes pour anéantir les forces nord-coréennes. Il était maintenant temps d'entrer sur le territoire nord-coréen.
L'armée sud-coréenne ayant perdu trop de temps à la zone démilitarisée, les pertes sud-coréennes augmentèrent. La Corée devait terminer la guerre rapidement, mais la situation commençait à ressembler de plus en plus à une guerre de longue durée. Merci beaucoup. Une terre ravagée par la guerre, écrasée sous les bottes, ensevelie sous la poussière. Pourtant, l'espoir te prend encore la main, même si tes pétales Sont déchirés et tachés de tue. Le monde pourra brûler, s'effondrer, mais toi... L'étoile. Tu es l'étoile.